Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Un consortium d'ONG a dénoncé mercredi 28 janvier 2026 la rétention forcée des 12 500 réfugiés congolais au Burundi. Selon les rapports présentés par Jean-Paul Palukunga Ngondi de la CRDH, les réfugiés vivant dans des conditions inhumaines et indignes et subissent de violences, malnutrition et manque de soins. Les documents appellent la communauté internationale à organiser les retours volontaires et à poursuivre le responsable. Suivez. Merci beaucoup. Comme vous venez de suivre les condensés de notre rapport, nos compatriotes congolais qui sont au Burundi comme réfugiés suite aux atrocités qui ont eu lieu dans la plaine de Ruzizi et précisément dans la ville d'Ouvira. Nos compatriotes en question, ils sont en train de souffrir parce qu'ils ne sont pas bien encadrés, ils ne sont pas suffisamment pris en charge et par l'État congolais d'abord et l'État burundais qui les a accueillis parce que nombreux parmi eux, ils passent la nuit à la belle étoile, ils ne sont pas nourris et ils ne sont pas pris en charge d'une manière responsable sur le point médicaments. Donc, ceux qui tombent malades carrément, ils sont en difficulté d'accéder à des soins appropriés. Et d'ailleurs, ils sont nombreux. Pour votre information, nous avons documenté 12 500 Congolais qui sont là-bas. Et parmi les 12 500, nous avons documenté 120 décès. Voilà un peu les chiffres par rapport aux décès. Il y a ceux qui sont morts par des maladies parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'accéder aux soins de qualité. Mais également, il y a ceux qui ont été victimes d'attaques des groupes de pygmées qui sont tellement offensifs. Et du coup, nous les avons perdus de cette manière-là. Et ce qui choque, ce qui tique, c'est que pour Ndayishimiye, il faut continuer à maintenir nos compatriotes congolais au Burundi parce que cela lui permet de faire appel de fonds au nom de ces réfugiés. Et il y a également l'État congolais aussi qui veut qu'ils soient maintenus là-bas parce que à travers leur présence là-bas, ils vont continuer à faire une propagande politique pour justifier aussi la présence de l'armée burundaise qui est en train de tuer nos Congolais sur notre sol. Et pour nous, ça c'est inacceptable. Donc nos frères doivent retourner chez eux, tout simplement. Et ceux qui veulent utiliser nos compatriotes pour mener des campagnes diplomatiques et pour chercher à capturer de l'argent auprès de la communauté internationale, ils doivent apprendre que nos compatriotes congolais ne sont pas des marchandises à vendre. Donc, ils doivent laisser nos frères, nos sœurs, nos enfants retourner au pays pour qu'ils puissent venir continuer avec leur vie. Voilà. Donc, nous sommes en train de dénoncer cela parce que nous les avons quand même parlé et ils nous ont dit qu'ils veulent retourner. À un moment, vous aviez suivi l'État burundais en train de dire celui qu'on va trouver juste au long de la frontière en train de tenter de revenir dans son pays, il va subir la rigueur de la loi. Mais que dit le texte sur les réfugiés? Donc, on ne peut pas maintenir, la loi est claire. Donc, un réfugié, s'il trouve qu'il peut rentrer, il a le droit de rentrer. On doit lui laisser retourner. Mais lorsqu'on l'empêche de retourner, ça devient une violation des droits
internationale, une violation des droits de ces réfugiés. Voilà pourquoi nous avons pris cette initiative et aujourd'hui nous sommes devant vous, chers membres de la presse, pour dénoncer Ndayishimiye et son système qui ne veulent pas permettre à ce que nos frères puissent retourner dans notre pays. Le Kenya lance un projet de 2 milliards de dollars pour étendre l'aéroport de Jomo Kenyatta, moderniser ses infrastructures et accueillir la finale de la CAN 2027 à Nairobi. Héritier Baraka pour plus de détails. L'opération comprend la construction d'un terminal passager supplémentaire et d'une piste de 4,8 km destinée à absorber les flux croissants des voyageurs et accueillir les grandes compétitions internationales. Ces projets ambitieux bénéficient d'un financement mixte, incluant le gouvernement kenyan, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. Il s'inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser les infrastructures aéroportuaires de la région et à renforcer la position du Kenya comme hub aérien de l'Afrique de l'Est. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027, co-organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, promet d'être un tournant historique pour le football est-africain. La finale se tiendra à Nairobi, symbole de l'ambition régionale et de l'investissement massif dans les infrastructures sportives et logistiques. Nous avons décidé d'inviter la CAF dès maintenant afin qu'elle puisse examiner l'avancement des travaux et nous faire part des suggestions pendant que l'entrepreneur est encore sur le terrain en fait d'intégrer ces idées dans la construction, a déclaré le secrétaire d'État kenyan dans une interview accordée à un média local. Le projet devrait renforcer non seulement la capacité opérationnelle de l'aéroport, mais aussi la visibilité de l'Afrique de l'Est sur la scène internationale, à l'ère où le continent multiplie les investissements dans les infrastructures sportives et aéronautiques. La Confédération africaine de football CAF a définitivement validé jeudi 29 janvier 2026 la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 face au Maroc, tout en infligeant plusieurs suspensions et amendes aux joueurs, entraîneurs et fédérations des deux équipes à la suite des incidents survenus lors de la rencontre. Juspe Hangui nous en parle. Réunie en session disciplinaire, l'instance continentale a rejeté la réclamation déposée par la Fédération royale marocaine de football et confirmé le sacre du Sénégal, vainqueur du Maroc, à l'issue d'une finale sous haute tension. Dans sa décision officielle, la CAF a estimé que les éléments présentés par la partie marocaine ne remettaient pas en cause la régularité du résultat. Le trophée reste donc entre les mains des Lions de la Teranga, désormais officiellement champions d'Afrique. Sur le verdict sportif et sans appel, la CAF a toutefois prononcé plusieurs sanctions disciplinaires à l'encontre du Sénégal. Le sélectionneur national Pape Bouna a été suspendu pour 5 matchs officiels CAF et condamné à une amende de $100 000 pour comportement antisportif et atteinte à l'image du football. Sur le terrain, les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr écopent chacun des 2 matchs de suspension, également pour comportement antisportif envers l'arbitre de la rencontre. La Fédération sénégalaise de football est quant à elle lourdement sanctionnée financièrement. Elle devra s'acquitter d'une amende globale de $615 000 américains, liée notamment au comportement de certains supporters, à l'attitude des joueurs et des membres de l'encadrement technique, ainsi qu'au nombre élevé des sanctions disciplinaires recensées durant la finale. Le Maroc n'échappe pas non plus aux mesures disciplinaires. Achraf Hakimi a été suspendu pour 2 matchs officiels CAF, dont un assorti d'un sursis d'1 an. Son coéquipier Ismaël Saibari a écopé de 3 matchs de suspension et d'une amende de $100 000.
La Fédération royale devra de son côté payer une amende de 330 000 $. Cette sanction est motivée par plusieurs incidents, notamment le comportement des ramasseurs de balles, l'intrusion des joueurs et membres du staff dans la zone VAR, ainsi que l'utilisation des lasers par des supporters marocains. Ces décisions font suite au rapport des officiels du match et aux plaintes déposées après une finale marquée par des vives tensions, des contestations sur la pelouse et des incidents en marge de la rencontre. La CAF précise que l'ensemble de ces sanctions s'applique exclusivement aux compétitions organisées sous son égide et n'a aucune incidence sur la participation du Sénégal aux compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du Monde. Pendant ces temps, les chefs du gouvernement sénégalais en séjour au Maroc a rencontré les ressortissants sénégalais établis dans le pays. Lors de cette rencontre, Ousmane Sonko est revenu sur les récentes tensions liées à la CAN 2025 et a pris le temps d'écouter les préoccupations et suggestions de la communauté, réaffirmant son engagement à soutenir les Sénégalais à l'étranger. Reportage. Enlacée, forte et dynamique, la communauté sénégalaise établie au Maroc. Des résidents qui se sont dit rassurés de cette visite du Premier ministre Ousmane Sonko. Elle intervient dans un contexte particulier d'après-CAN, avec son lot de frictions et d'incompréhension. Mais le Premier ministre réitère sa clarification. L'épisode de la CAN ne guide pas cette visite. C'est une visite d'amitié et de travail que je suis venu effectuer ici en raison des relations étroites que le Sénégal et le Maroc entretiennent. Une belle relation qui justifie d'ailleurs le nombre important de Sénégalais que nous avons ici. Les commissions mixtes font partie de notre agenda de coopération et celle-ci ne s'était plus tenue depuis 2013. Ce voyage n'a donc rien à voir avec les événements et c'est pourquoi, avec mon homologue du Maroc, on s'est dit qu'il fallait la tenir et ne pas la repousser. Vous savez, le sport ne peut pas prendre le dessus sur une relation aussi ancienne et solide que celle que nous avons. Je rends grâce à Dieu, nos travaux se sont déroulés dans d'excellentes conditions. Nous avons été bien accueillis et nous avons conclu beaucoup d'accords. Dans ce registre sportif, le Premier ministre tire également du parcours des Lions beaucoup de leçons de patriotisme et d'abnégation à partager avec l'ensemble des Sénégalais. Le parcours reflète de grandes valeurs de courage et de détermination. C'est cela qu'il nous faut dans tout au Sénégal. C'est du sport, mais ces valeurs doivent être générales. C'est ce que nous avons toujours prôné et transposé dans nos valeurs de patriotisme et de souveraineté. Mais au Sénégal, malheureusement, beaucoup sont encore loin de ces principes. Des intellectuels surtout et une classe politique tellement réfractaire qu'ils disent non à toute initiative de rupture. Le Maroc et le Sénégal se sont toujours tenus l'un à côté de l'autre dans des situations complexes. Un rappel que le Premier ministre juge utile par ces temps de passion. Sénégal yàgg na taxaw ci wetu Maroc ci ay position au niveau international. Le Sénégal a toujours été du côté du Maroc sur la question du Sahara et autres. Le Maroc aussi a toujours soutenu le Sénégal. Il y a plusieurs années de cela, sur des questions de défense, le Sénégal a été obligé de se tourner vers le Maroc. D'autres puissances colonisatrices étaient là et avaient refusé d'aider le Sénégal. Et quand le roi de l'époque a été saisi, il a immédiatement donné avis favorable au Sénégal. Donc nos relations ne datent pas d'aujourd'hui et ont toujours été marquées par de la bienveillance et de la sollicitude.
Sur le reste des préoccupations liées aux conditions de séjour, au rapatriement complexe des corps, le secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur a listé les avancées et promis bientôt une assurance santé spécifique. Le Premier ministre de rassurer que les Sénégalais de l'extérieur auront toujours toute l'attention de l'État. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la ligne des informations.